Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission À l'origine. Cela fait plus de 2000 ans que le peuple juif vit en situation d'exil. Même si le lien avec la terre d'Israël n'a jamais été brisé, n'a jamais été rompu, malgré tout, les communautés ont été dans l'obligation de s'installer, de vivre, de se développer en diaspora tout au long de leur histoire. Nous avons souvent une approche binaire, peut-être un peu simpliste, sur l'origine de la communauté juive, en imaginant qu'il y a des juifs séfarades et des juifs ashkénazes. Nous allons aujourd'hui essayer de briser ce que nous pensons sur la réalité des communautés juives de diaspora et vous présenter tout simplement une nouvelle carte mondiale des communautés juives. Pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Edith Bruder. Bonjour. Edith, bonjour, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Vous êtes historienne, anthropologue, rattachée à l'Université de Londres, spécialisée en particulier sur les communautés juives d'Afrique et du monde en réalité, à travers votre ouvrage. Et vous avez supervisé cette étude incroyable qui rassemble une trentaine de chercheurs, tous spécialisés dans leur domaine, pour nous présenter ces différentes communautés juives dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est à l'origine de votre recherche ? Bien écoutez, ce qui est à l'origine de ma recherche et de ce travail collectif, il y a eu 35 chercheurs multidisciplinaires associés à cet ouvrage. C'est un constat. Le lecteur européen, mais pas seulement européen, n'est pas suffisamment informé, on va le dire comme ça, de l'existence de communautés juives autres que séfarades et ashkénazes. Il s'agissait d'aller explorer, voyager et débusquer sans trop de difficulté dans le monde entier des communautés différentes qui vivent ailleurs et autrement. Alors d'ailleurs, le titre de votre livre, « Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière ». Alors, diaspora oubliée, est-ce que nous pouvons déjà prendre les premiers marqueurs nécessaires pour que nos téléspectateurs puissent nous suivre totalement ? Bien évidemment, le peuple d'Israël, si on remonte notre histoire jusqu'à Abraham, Lech Lecha, va t'installer sur la terre d'Israël. Ensuite, des exils, des diasporas vont se mettre en place. Et nous avons souvent à l'esprit que le royaume d'Israël a été partagé en deux parties, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Comment est-ce que ce royaume a pu se retrouver en dehors de sa terre ? Bien, écoutez, à la suite de conquêtes et d'exil, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu l'éclatement des tribus en Assyrie, puis en Babylonie. En Assyrie, tout d'abord, parce que Tiglath-Pileser est intervenu ça devait être en moins 730, et à la suite de quoi les tribus se sont dispersées. Et puis il y a eu l'exil babylonien, là c'est Sargon II qui a provoqué cette expulsion. Et ensuite, il y a eu un édit de Cyrus ultérieur qui a permis le retour des Juifs de Babylone en terre d'Israël. Mais sur ces trois éléments, on trouve différentes notions qui sont à attribuer au concept de diaspora. Le terme de diaspora trouve son origine dans la langue grecque. Il signifie semer au-delà, et on le trouve pour la première fois dans la Bible des Septante. À ce moment-là, il est associé avec un autre mot qui est le galout, qui signifie exil. Exil et galout portent une notion très très puissante de châtiment. En fait, c'est parce que le peuple juif a failli à ses engagements, a failli à l'alliance, qu'il est amené à se disperser. Et sa réunion ultérieure sera le fait de sa rédemption finale sur la terre d'Israël. La diaspora désigne la dispersion du peuple juif à travers le monde. Remontons 3 millénaires en arrière. Selon la Bible, c'est le roi Saül qui unifie les 12 tribus et règne sur le peuple d'Israël le premier. David lui succède et prend Jérusalem pour en faire sa capitale. Salomon, le fils de David, est dépeint par la Bible comme le roi
qui amène son peuple et son royaume à son apogée dans tous les domaines et construit le premier temple de Jérusalem. Après sa mort, intervient un schisme qui engendre la création de deux royaumes distincts. Le royaume d'Israël au nord, celui de Juda au sud. Le royaume d'Israël, formé de 10 tribus, disparaît vers 720 avant notre ère avec la conquête assyrienne. Une grande partie des habitants du royaume est déportée. Ce seront les 10 tribus perdues d'Israël. Le royaume de Juda, quant à lui, résiste. Sa disparition interviendra contre Babylone en moins 586. Le royaume est détruit et sa population est déportée à nouveau vers les différentes régions de l'Empire babylonien. Les Hébreux perdent ainsi leurs repères nationaux, leurs terres, la royauté et leur lieu du culte, le temple de Jérusalem. Les exilés du royaume de Juda se rassemblent autour de leurs autorités morales et religieuses et de leurs textes. Quelques décennies plus tard, une partie des exilés revient en terre d'Israël et entreprend la reconstruction du temple de Jérusalem, en s'organisant en une communauté attachée à la Torah. La prise de Jérusalem par Pompée en 63 avant notre ère entraîne l'envoi en esclavage de nombreux prisonniers à Rome. Le point culminant de la guerre contre les Romains sera la révolte des Juifs, qui se produit de 66 à 70 et se conclut par la prise de Jérusalem et la destruction du second temple par Titus. C'est un nouvel exil. Durant le Moyen-Âge, les Juifs formeront deux groupes distincts, les Ashkénazes du nord et de l'est de l'Europe et les Séfarades, de la péninsule ibérique et du bassin méditerranéen. Ces deux groupes partageront une série d'histoires parallèles de persécutions et d'expulsions. C'est vrai que l'on retrouve dans le texte biblique une sorte d'idéal de vie sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est un peuple qui reçoit la Torah dans le désert, donc en extérieur de la terre d'Israël, avec une finalité de pouvoir mettre en pratique cette vie, ce mode de vie sur la terre d'Israël, la terre des ancêtres. Et le texte biblique nous rappelle, notamment par rapport à la mitzvah de la Shemitah, le jubilé, que si jamais les enfants d'Israël ne sont pas à la hauteur de ce projet, effectivement, un terme très dur utilisé par le texte biblique, la terre va vomir ses habitants, c'est-à-dire que cette notion d'exil, effectivement, de départ et de retrouvailles futures est préfigurée dans la Bible. Oui, c'est indissociable, la notion de châtiment et de retrouvailles. Donc ça, c'est indissociable. Il faut pour autant ne pas évacuer complètement la notion de migration. C'est-à-dire qu'effectivement, à la suite de l'édit de Cyrus, les Juifs ont eu la possibilité de quitter les territoires. On va dire par exemple que les Iraniens ne l'ont pas quitté, ils sont restés sur place. Ils revendiquent d'ailleurs ça, d'être bien sûr descendants des tribus, les premiers à s'être installés là, etc. Néanmoins, en dehors de cela, les Juifs ont fondé des établissements. Philon d'Alexandrie dit très bien qu'ils étaient romains, alexandrins et éphésiens aussi bien. Ils étaient, pour certains, les fondateurs de certaines villes. Et ils aimaient, ils étaient attachés à leurs identités. Je veux dire, il y a cette notion, bien sûr, que nous venons d'évoquer. C'est juste, à mon avis, de ne pas exclure ce qui se traduit dans la littérature hellénistique par la politeia, qui est le fait que les Juifs, dans leur pays d'installation, continuaient à maintenir leurs traditions, leurs rites, leur mode de vie. Alors, au niveau de la traçabilité, vous avez évoqué deux exils différents, deux périodes. Moins 730 environ, oui. Moins 586, oui. L'exil du royaume du Nord, l'exil du royaume du Sud. Oui. Est-ce qu'au niveau de la traçabilité, on a exactement les mêmes marqueurs? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en mesure, depuis le début, de reconnaître les fameuses 10 tribus du Nord qui ont été exilées de la même façon que nous pouvons reconnaître les 2 tribus du Sud qui se sont retrouvées en Babylonie? Alors, je vais vous faire une réponse équivoque. C'est de la mytho-historie. On est d'accord. Je veux dire, bien sûr qu'on a des éléments,
On a des éléments épigraphiques, on a des éléments, mais on en a plus concernant l'exil babylonien. Par exemple, dans les noms des soldats de Babylone, on a trouvé des inscriptions qui révèlent une origine juive. Donc, vous voyez, là, on arrive à tracer. Mais on n'a pas de documents patents nous indiquant autre chose, à part ce qu'on trouve dans les textes hébraïques. Voilà. Et qui sont ce que je nomme mytho-historie, c'est-à-dire qu'il y a peut-être de l'histoire, il y a pas mal de notions de fusion sémantique entre les notions de châtiment, de châtiment, exil, retour, avec un lyrisme et une poésie régulièrement qui sont injectés là-dedans, qui ne donnent pas une traçabilité, qui ne permettent pas une traçabilité absolue et loin s'en faut. C'est vrai que dans le monde juif de l'étude, dans le monde de l'étude, nous avons l'impression que les Juifs qui sont retrouvés en Babylonie ont eu des communautés plus structurées, puisque nous allons avoir l'origine du Talmud, de la Torah orale, de l'interprétation de la Torah écrite, alors que nous n'avons pas cette tradition-là avec les Juifs qui sont retrouvés dans le premier exil du Royaume du Nord. Non, effectivement, les informations nous viennent des Juifs de Mésopotamie. Voilà, les Juifs de Mésopotamie, c'est-à-dire les deux tribus du Sud, puisque le Talmud a trouvé sa naissance en Iran, en ce qui est aujourd'hui l'Iran. Alors justement, commençons notre voyage par l'Iran, puisque vous l'évoquez maintenant. Quel est donc le développement de cette communauté? Qu'en reste-t-il aujourd'hui, bien évidemment? Écoutez, les Juifs iraniens étaient très nombreux avant une période récente où ils ont connu une relative paix et jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, les choses ont changé avec le fait que le schisme duodécimain a été imposé. Donc, eux sont devenus impurs. C'est à la suite de ce tournant religieux que les Juifs ont été un petit peu ciblés, selon les époques, beaucoup ciblés. Il y a eu des pogroms, le dernier étant à Machhad en, je crois que c'est 1859 ou 39, et il a laissé des traces. Cela dit, les Juifs iraniens sont extrêmement fiers de leur iranité. Ils y tiennent beaucoup, ils ont une contribution absolument énorme à la poésie judéo-persane. Aujourd'hui, ils ont un représentant au Majlis, ce qui veut dire beaucoup et pas grand-chose dans les faits, faut être lucide. Maintenant, ils ont quitté l'Iran, il en reste quelques milliers en Iran. Certains, justement parce qu'ils étaient persécutés et obligés de se convertir, sont devenus des anoussim, c'est-à-dire qu'il y a une histoire juive qui est sous-jacente d'une histoire musulmane plus récente. Voilà, il y a eu un très beau livre écrit sur ce sujet qui s'appelle le livre des convertis. Et que reste-t-il aujourd'hui, par exemple, de leur synagogue? Parce que si vous dites que c'était la plus grande communauté, ils devaient nécessairement avoir des structures, des synagogues, des lieux d'études. Est-ce qu'ils sont encore préservés aujourd'hui? Il reste surtout des mausolées. Le mausolée de Daniel, qui est un lieu de célébration juif et musulman. Et si on va du côté du Yémen, on sait que lorsqu'on est en Israël, on va souvent à la rencontre des Juifs que l'on appelle en hébreu les Thémani, donc les Yéménites. Quelle est leur origine? Comment se sont-ils développés? Et comment sont-ils retrouvés en Israël avec une telle population? C'est une histoire très ancienne, le judaïsme yéménite. Au IVe siècle, il y a un souverain qui s'appelait Dounouas, qui a converti toute sa tribu, tout son empire au judaïsme. Une très très belle histoire épique qui s'est terminée par une guerre avec l'Éthiopie qui a pris le dessus. Donc on considère que Dounouas est à l'origine du judaïsme yéménite. Alors ensuite,
ils ont été extrêmement malheureux après la conquête musulmane, extrêmement malheureux, extrêmement opprimés, ce qui n'a en rien empêché cette communauté d'avoir une vie religieuse et littéraire très riche, très fascinante. Là aussi, il y a une poésie, il y a des traités de Maïmonide qui auraient disparu si on ne les avait pas retrouvés parmi ces communautés. Nous savons pourquoi est-ce qu'ils sont si proches de Maïmonide, parce que c'est vrai que dans la tradition, on sait que les communautés du Yémen ont comme ça une sorte de tradition, ils sont gardiens de certains enseignements de Maïmonide. Parce qu'ils ont reçu ces enseignements, alors après c'est par des marchands, par des voyages vers eux, parce qu'ils ont été en fin de compte collecteurs de ces enseignements, et que comme ils étaient très isolés, ils en ont fait leur trésor. Nous avons aussi une grande particularité. Alors, c'est vrai qu'il y a des communautés ancestrales installées depuis des milliers d'années, mais on remarque aussi à travers la lecture et la découverte de ces articles dans ce livre Juif d'ailleurs, qu'il y a également des Juifs qui fuyaient tout simplement l'Inquisition, par exemple, que ce soit en Espagne, au Portugal, et qui vont se retrouver dans les colonies et qui, malgré tout, vont être poursuivis par l'Inquisition. Oui. En effet, bien sûr, il y a eu l'Inquisition qui a poursuivi les séfarades d'Espagne et du Portugal jusque dans les colonies. Il y a eu aussi des implantations extrêmement importantes dans les colonies des Caraïbes, au Suriname, à Curaçao, au Brésil, vous le disiez. Je crois que la communauté la plus particulière à mes yeux, est la communauté juive qui s'est installée au Suriname, dans la mesure où les Juifs se sont retrouvés dans une situation de liberté qu'ils n'avaient pas connue auparavant. Ils étaient leurs propres maîtres, ils n'étaient sous aucune domination, quelle qu'elle soit. Ils ont créé à Jodensavanne leur synagogue, ils avaient leur plantation, et il s'est passé là-bas des phénomènes d'influence réciproque qui ne sont pas négligeables. Qui ne sont pas négligeables parce que dans ces îles, qu'il s'agisse ou dans ces îles ou dans ces contrées, ou à la Jamaïque ou à Cuba, il y a de fortes résurgences de passé juif. En quelques mots, ça n'a pas été partout le cas, mais ça a été le cas au Suriname. Les planteurs ont eu des enfants métis. Donc il y a tout un réseau de descendance métisse, alors qui a pu évoluer de telle ou telle manière en fonction des unions, qui revendiquent absolument, et à juste titre, je dis à juste titre parce que ça n'est pas une construction récente, ils ont un passé et une histoire juive qui remontent au XVIe siècle. D'où les synagogues de ces coins-là qui sont particulièrement magnifiques, notamment au Suriname. Alors, c'est vrai que parmi cette carte incroyable, il y a certainement certains lieux du monde qui attirent un peu plus l'attention, la curiosité peut-être. Je pense notamment à la Chine. Il y a tout un chapitre sur les Juifs de Kaifeng, par exemple, qui remonte à plus de 1000 ans, une vie très très ancienne en terre de Chine. Comment ces Juifs sont arrivés en Chine? Qu'en dit la tradition ou l'histoire ou le mytho-historie, comme vous l'avez dit, et quelle est leur particularité de leur façon de vivre leur judaïsme dans un monde où le polythéisme est a priori la valeur essentielle? Alors l'histoire des Juifs de Chine, on va commencer par la plus ancienne des communautés, c'est Kaifeng. C'est une très très belle histoire qui remonte. Alors on ne sait pas très très bien quand, mais bon, on va dire que des Juifs sont arrivés en Chine, à Kaifeng, probablement des marchands syriens, en suivant la route de la soie. Les premières traces que nous avons, qui sont des plaques gravées, remontent à 1489. Mais bien avant cela, dans ces plaques, on fait référence, au dos de ces plaques, à des événements qui datent de 1100 et quelques. Donc ça veut dire qu'ils étaient là avant.
Une communauté s'est formée sur place, à Kaifeng. Les marchands, probablement, se sont unis à des Chinoises du lieu qu'ils ont converti. Ils ont eu une descendance qui a été formée. Dans les documents dont nous disposons, et là il y en a, les textes sont écrits en chinois et en hébreu. Ils ont construit à Kaifeng une synagogue qui est maintenant en ruine. Il y a une photo de son état dramatique actuel dans l'ouvrage, mais tout espoir n'est pas perdu de la restaurer. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette synagogue était construite, son architecture était celle d'un temple confucéen. Il y avait un syncrétisme qui associait Abraham et Confucius. Les 3 prières du jour étaient prononcées en brûlant de l'encens, et le culte des morts était pratiqué à la façon chinoise. Donc en fait, c'est un hybridisme religieux magnifique. Les Juifs étaient intégrés. Dans ces tablettes, on relate que l'empereur permettait aux huit à chapeau bleu, les huit à chapeau bleu, c'était les Juifs, de pratiquer librement leur culte. Ce qui est quand même extrêmement important. Donc en fait, il n'y a pas eu du tout de rejet de ces populations. En fait, cette communauté était parfaitement inconnue jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à ce qu'un missionnaire jésuite arrive là et découvre avec stupéfaction. Et ça a été une découverte, une stupéfaction réciproque, parce qu'en fait, on a la relation d'un juif de Kaifeng de cette époque-là qui disait qu'il pensait, en voyant ce missionnaire et en le voyant fonctionner, que c'était un rabbin. Et d'ailleurs, le rabbin de Kaifeng a proposé à ce missionnaire Matteo Ricci de prendre sa place. Vous voyez, il y a eu une espèce d'échange et de surprise réciproque. Il y a eu des tentatives de les soutenir de la part de ces missionnaires jésuites. Puis, il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y avait pas de relais dans les communautés juives d'Europe qui ont appris cette existence. Alors, bien sûr, de façon très différée, dans la mesure où il n'y avait pas la rapidité de communication à laquelle nous pouvons penser aujourd'hui. Les protestants sont arrivés, des anglicans, sont arrivés ensuite dans les années 1850. Et là, il s'est passé quelque chose de très triste. Les Juifs de Kaifeng leur ont vendu leur Torah. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, la communauté a perdu le fil de son histoire jusqu'à son assimilation au début du XXe siècle. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces minorités sont reconnues par le gouvernement ? Pas du tout. Les descendants donc, des Juifs de Kaifeng n'ont pas été reconnus, donc identifiés en tant que minorité, donc n'ont pas le droit de pratiquer le judaïsme. Il y a eu une tolérance culturelle avec le projet de la synagogue qui aurait été un musée. Dès lors que ce projet a avorté, les Juifs de Kaifeng, les descendants, qui sont extrêmement attachés à l'histoire de leurs ancêtres et qui revendiquent absolument leur judéité, n'ont pas le droit de le pratiquer. Entrer en contact avec eux peut se faire, mais c'est compliqué. Il y avait un tourisme spécifique qui était dédié à cela et qui se faisait de façon ouverte. Aujourd'hui, si vous ou moi ou quelqu'un d'autre, nous avons envie d'aller à Kaifeng, il faudra faire très, très attention et peut-être se cacher. Vous précisez d'ailleurs dans votre ouvrage que des touristes qui voudraient respecter leur tradition juive en Chine pourraient le faire, oui, mais que les descendants des juifs chinois ne pourraient pas intégrer ce genre d'office. Absolument. Ça leur est interdit.
Alors continuons notre voyage. Nous arrivons en Inde. Oui. Alors en Inde, vous nous expliquez qu'il y a trois groupes. Il y a ce qu'on appelle les Béné Israël, les Juifs de Cochin et les Béné Éphraïm et Béné Ménaché. Est-ce que vous pouvez nous dire alors quelle est l'origine de ces trois groupes et comment est-ce qu'ils développent leur judaïsme et leurs pratiques jusqu'à aujourd'hui? Alors les Béné Israël sont les premiers arrivants, apparemment, tels que l'histoire nous le transmet ou la tradition orale. Ils seraient arrivés en moins quelque chose. Alors là, il y a plusieurs options, peut-être moins 170 sur la côte du Konkan, à la suite d'un naufrage dans lequel ils auraient perdu tous leurs livres et dans lequel n'auraient survécu que 7 hommes et 7 femmes. Ils auraient perdu tous leurs livres, mais ils auraient gardé uniquement la mémoire des prières qu'ils ont transmises. Ces 7 hommes et 7 femmes ont été très bien acceptés par les populations environnantes. Ils se sont installés là. Ils sont devenus ce qu'on appelle chamois télis, ce sont des presseurs d'huile. Ils s'appelaient les presseurs d'huile du samedi, puisqu'ils ne travaillaient pas le samedi. Et ils ont maintenu leur monothéisme dans un environnement totalement polythéiste. Les siècles se sont écoulés de la sorte. Et puis, au XVIIIe siècle, un juif de Cochin les a rencontrés. La communauté de Cochin existait bien sûr déjà. Ils ont affirmé leur identité et leur histoire juive. Et ce voisin les a mis à l'épreuve. Pour vérifier leur judéité, il a demandé aux femmes de lui préparer du poisson. À la suite de quoi, il a admis qu'ils étaient juifs. Est-ce qu'ils ont gardé d'autres choses? Alors vous avez parlé de l'exemple du poisson, la sélection du poisson dans les règles de la cacheroute. Oui. Est-ce que nous savons s'ils ont d'autres traditions comme, je ne sais pas, le Shabbat ou la Brit Mila qui auraient été maintenues? Ah, ils ont maintenu toutes ces traditions, avec des interprétations personnelles. Pour eux, Élie, le prophète Élie, est une sorte de saint hindou et juif. Ils revendiquent, et d'ailleurs ils revendiquent qu'il était de là, qu'il était de leur coin, et pas d'ailleurs. Ils se sont appropriés. Vous voyez, il y a tout un ensemble de traditions qui se sont formées à l'intérieur de cette communauté, qui s'est approprié des éléments religieux à petite touche, mais qui a gardé un substrat, et bien sûr qui pratiquait un judaïsme non rabbinique, hein, bien entendu. C'est ça, peut-être plus de lien avec le texte biblique de prime abord, bien plus que le texte talmudique, par exemple. Absolument, absolument. Et qu'en est-il alors des Béné Éphraïm et les Béné Ménaché? Alors, ça, ce sont des communautés récentes. Je vais juste ajouter quelques petits mots sur les Juifs de Cochin. À Cochin, il y a eu une communauté juive jamais très nombreuse voilà, une population réduite, jamais au-delà de 2000 personnes, mais très active, hein, très vivace, et constituée essentiellement de séfarades qui sont arrivés probablement à la suite des expulsions de 1492, et puis probablement également de marchands syriens. Ce qui fait qu'en fait, cette communauté était scindée en différents groupes. Les paradésis, alors ceux-là étaient probablement des séfarades d'Espagne et du Portugal, les malabaris, et une troisième catégorie, les Meshoucharim, qui étaient considérés comme des esclaves affranchis, tous ayant des statuts différents. Vous savez bien qu'en Inde, il y a un système de castes. Par exemple, les Juifs du Konkan, dont nous venons de parler, étaient hors caste.
Ça, c'est un point aussi extrêmement intéressant, ce qui soutient complètement leur origine extraterritoriale. Là, le système de caste a fonctionné, les paradésis étant la caste élevée, et les autres, n'ayant pas toujours accès à la Torah, la plupart du temps non, ça a été des luttes et des batailles pour être à égalité, ce qu'ils ont fini par obtenir dans le temps. Donc nous voyons que même au sein de la communauté juive, enfin ceux qui se rapprochent des communautés juives, il y avait malgré tout des différenciations entre les différents groupes. Ah oui, tout à fait. En tout cas à Cochin. En tout cas à Cochin. Maintenant, la communauté est inexistante. Il en reste une ravissante synagogue, mais elle est vraiment très très belle. Ils se sont dispersés, ils sont partis en Israël. Ça reste une magnifique histoire. Et là aussi, les Juifs étaient extrêmement bien acceptés. Il reste là aussi des documents faisant état de la liberté dont jouissaient les Juifs, de leur égalité avec les autres citoyens, si on peut utiliser ce terme pour cette époque-là. Et on n'a pas trace d'un rejet ou d'un ostracisme quelconque, pas plus qu'en Chine. Et est-ce que c'est ça qui peut justifier justement ces nouvelles communautés, les communautés émergentes de Béné Ephraïm et Béné Ménaché? Je n'en suis pas sûre, mais en partie. En tout cas, ce qui inspire ces nouvelles communautés, Béné Ménaché du Mizoram et Béné Ephraïm de l'Andhra Pradesh, c'est certainement une approche spirituelle et politique du judaïsme. Et si nous continuons notre parcours, le territoire africain est un territoire gigantesque, et on peut imaginer que les histoires juives aussi sont très nombreuses. Si nous parlons peut-être de la communauté la plus connue par rapport à cela, les Juifs d'Éthiopie, avec ce que l'on appelle les Beta Israël, la maison d'Israël, qu'est-ce que l'on sait sur leur point d'origine et sur leur développement actuel ? On sait beaucoup de choses sur les Juifs d'Éthiopie, on connaît un petit peu mieux leur histoire que celle d'autres communautés africaines. Les Juifs d'Éthiopie ont puisé dans les textes leur tradition. Simplement qu'à un moment de leur histoire, visiblement, ils se sont dissociés des chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, et à un moment, probablement 12e, 13e, 14e, ils se sont dissociés, ils sont devenus les Aïouds, les Juifs, et ils ont pratiqué un judaïsme très proche du christianisme monophysite. Ça, c'est le premier point. Après, ils ont vécu dans des lieux où ils étaient rassemblés, et ça n'est qu'à l'arrivée de Feitlovitch, le chercheur français, qu'ils ont été conscients de leur judéité et qu'ils ont conscients de leur judéité en tant qu'élément extérieur, puisqu'ils ont découvert qu'il y avait des Juifs blancs. Bon, la suite de l'histoire, c'est que ça a pris un certain temps, ils ont eu des leaders, ils ont eu des lettrés, ça s'est fait de façon syncopée, mais ça s'est fait quand même. Et puis, à un moment, Alevi, qui avait pris la suite de Feitlovitch, les a réellement aidés en formant des membres de ces groupes, je pense à Tamrat Emmanuel, et à d'autres, en les formant de façon à ce qu'ils puissent être des leaders communautaires. Et puis après, on connaît la suite de l'histoire, on connaît leur alia. Je dois dire que leur alia, dans les années 82-83, a été le coup d'envoi du judaïsme africain, parce qu'il y a réellement un judaïsme africain. Et est-ce qu'on trouve également des communautés émergentes, c'est-à-dire qui apparaissent aujourd'hui sans avoir de lien avec le passé? On en trouve beaucoup.
on en trouve beaucoup. Laissez-moi vous dire que un des grands étonnements de mes recherches et de mon travail, c'est le philosémitisme africain. Dans de très nombreux pays d'Afrique, je vais vous les citer, je vais certainement en oublier, qu'il s'agisse bien sûr de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe avec les Limba, qui sont les premiers qui ont emboîté le pas aux Éthiopiens, qu'il s'agisse des Igbo du Nigeria, qu'il s'agisse d'une communauté au Ghana, qu'il s'agisse du Cap-Vert, où là, ce sont probablement des descendants des Portugais, qu'il s'agisse beaucoup plus récemment du Cameroun et du Kenya, à des degrés divers et avec des modes d'expression divers, il y a de très nombreuses communautés africaines qui affirment leur affiliation au judaïsme, et je le disais, avec des modalités différentes. Je peux dire que jusqu'aux années 2000, la revendication d'une descendance des tribus perdues était systématique comme preuve non prouvable, mais comme preuve. Depuis le tournant des années 2000, je constate que les communautés récentes disent « nous, on a décidé d'être juifs ». C'est le cas au Kenya, c'est le cas au Cameroun, c'est le cas dans d'autres lieux. Donc, ce développement est très impressionnant. Et ce n'est pas... Bien sûr, il y a ces communautés qui adoptent une identité juive. Mais ce que j'ai pu constater, c'est justement cet amour d'Israël et des Hébreux et de l'Ancien Testament. Bien sûr, tout est passé par la connaissance de l'Ancien Testament apportée par les protestants, qui a influencé, dans le bon sens, ces populations par rapport à une spiritualité qui leur parle bien. Il faut dire aussi que pour tous ces peuples qui ont été christianisés de force, qui ont dû renoncer à leur tradition ancestrale, il y a de très nombreuses correspondances entre l'Ancien Testament et les traditions africaines. Tout ce qui tourne autour de la naissance, de la mort, tous ces thèmes universels trouvent des résonances très fortes entre l'un et l'autre. C'est ça, j'imagine, de reprendre sa vie en main et de recouvrir à une sorte de liberté, telle que le texte biblique, bien évidemment, l'évoque assez souvent, notamment avec l'histoire du peuple d'Israël. Absolument, il s'identifie très fortement. Il y a une dernière question, enfin, on pourrait en poser encore des dizaines et des dizaines, mais une dernière qui me brûle la langue. Je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs se posent la question en leur fort intérieur. On parle de toutes ces communautés qui se revendiquent comme étant descendants des 10 tribus ou des 2 tribus du Sud. Est-ce qu'on peut poser une question par rapport à la génétique? Est-ce qu'il y a des marqueurs génétiques qui marquent et qui montrent, qui prouvent l'appartenance au peuple d'Israël? C'est une question qui a un succès fou, auprès des médias notamment. Il y a eu dans les années 95 2 chercheurs sud-africains à la suite du fait que les Limba, ce sont des Bantous d'Afrique du Sud et du Zimbabwe qui vivent dans le nord de l'Afrique du Sud, dans le Vanda. Les Limba avaient créé une association, Limba Cultural Association, pour mettre en avant leurs propres pratiques et exister en dehors des Bantoustans. Vous savez, c'est l'apartheid. Il y a eu tout un cheminement intellectuel qui s'est produit, qui a aussi peut-être été induit par les ethnologues de l'époque, qui, en voyant certaines coutumes des Limba, en les identifiant, notamment celles proches de l'Ancien Testament, leur ont dit « mais ce sont des coutumes et des traditions juives ». Donc il y a eu une recherche identitaire qui a rencontré des projections, les leurs et celles des Blancs qui les entouraient. Et puis ils ont une tradition orale qui dit qu'ils viennent de Sénat. Est-ce que c'est Sanaa au Yémen?
qui disent que leurs ancêtres étaient des marchands, qui sont descendus, qui ont construit, alors il y a même eu des théories sur le fait qu'ils avaient construit le Grand Zimbabwe, bon ça c'est farfelu, et puis qu'ils ont épousé des femmes localement, qu'ils ont maintenu leur tradition tout en devenant par la suite protestants. Ça c'est la tradition orale des Lamba. Confrontés à ces traditions et à l'affirmation, lorsque les Éthiopiens ont été reconnus et sont partis en Israël, le leader de cette association qui est maintenant décédé, le professeur Mativa, a affirmé qu'eux aussi étaient des Éthiopiens. Alors, yéménites, Éthiopiens, bon, on ne sait pas trop. Des chercheurs d'une université sud-africaine ont donc fait des études génétiques sur les Lamba. Alors, il y en a eu d'autres à la suite de cela, parce qu'elles étaient d'une très grande richesse. En gros, les résultats de ces études révèlent que les Lamba sont bien non africains en lignée paternelle et africains en lignée féminine. Des études ultérieures ont démontré, d'une part, que le clan des prêtres Lamba, les Bouba, avait un chromosome, CMH, qui était le chromosome qu'on trouvait chez les Lévites. Bon, là, ça commence à être impressionnant. Et il y a eu d'autres études ultérieures faisant des rapprochements entre différents groupes d'origine indistincte et aspirant à une identité juive. Les Lamba étaient extrêmement bien placés par rapport aux marqueurs génétiques de communautés pourtant admises comme juives. Bon, si vous voulez, ça a été une bombe médiatique, surtout aux États-Unis. Et ça a déclenché d'ailleurs, aux États-Unis, de très nombreuses affiliations au judaïsme. Que là, on parle de tous ces pays. Il y a des mouvements de judaïsation il y a eu, depuis le début du XXe siècle, des mouvements de judaïsation extrêmement importants aux États-Unis, parmi les Africains américains. Donc, alors, la génétique, c'est un des éléments. C'est comme dans des fouilles archéologiques, si vous voulez. On trouve ceci, on trouve cela, on trouve cela. Et c'est la combinaison de ces éléments qui nous donne un reflet de ce qui se passait à un moment donné, ici et maintenant. C'est ce qu'on peut dire de la génétique à ce jour, de ces très belles histoires qui sont parfois soutenue par la génétique comme un des éléments de compréhension. Edith Bruder, merci beaucoup pour cette découverte absolument passionnante des différentes communautés. Je vous rappelle donc que vous avez dirigé cet ouvrage magnifique, Juifs d'ailleurs, diaspora oubliée, identité singulière. Merci de nous avoir suivis dans cet échange. J'espère que nous avons pu tous voyager ensemble et découvrir la diaspora, les diasporas, donc vous l'avez compris, au pluriel. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.